Bonsoir à tous. C'est toujours impressionnant. Il y a un quart d'heure, il n'y avait personne. Et là, la salle est pleine. Merci beaucoup. Je m'appelle Guillaume Mondico, je suis chargé des questions LGBTQ+, au service Agenda 21 Ville Durable de la ville de Genève. Et c'est un grand plaisir de vous accueillir ce soir pour cet événement qui clôt le mois de l'histoire LGBTQ+, 2025. Depuis 2019, la ville de Genève et ses partenaires célèbrent chaque mois d'octobre, en effet, cette histoire commune, faite de lutte, de courage, de créativité, qui a profondément marqué notre histoire, qui a nourri notre passé et qui nourrit aussi notre présent. Dès les années 70, des mouvements LGBTQ+ se sont mobilisés ici à Genève pour réclamer dignité et égalité. Ils ont contribué à faire de notre ville une ville pionnière dans la défense des droits humains. Et vu qu'il y a plusieurs représentantes de ces mouvements ce soir, merci pour ça. Nous avons ouvert l'édition de cette année le 7 octobre dernier au Centre Maurice Chalumeau en sciences et sexualités de l'Université de Genève, au campus Batel, avec la table ronde de Magnus Hirschfeld à aujourd'hui les centres d'archives et de documentation comme résistance à l'effacement des savoirs queer. Nous avons enchaîné avec un programme très varié. Je vous cite quelques exemples. Un parcours audio guidé qui porte un regard queer sur quelques œuvres emblématiques de la collection du Musée d'art et d'histoire. Ça, c'est une collaboration qu'on avait entamée l'année dernière dans le cadre du mois de l'histoire, justement avec l'Estime. Et on a pu capitaliser cette année en intégrant ce parcours audio guidé dans les parcours audio guidés du même âge. Ça, c'est un peu aussi un des objectifs de ce mois de l'histoire, c'est d'ancrer dans nos institutions, dans nos pratiques muséales, un regard queer. Donc, merci aussi pour ça, pour cette collaboration fructueuse. On a eu la projection du magnifique film All Shall Be Well, suivi d'un échange avec les seniors de l'association 360. Un accueil libre aux archives contestataires dans le cadre du mandat d'accompagnement et de sensibilisation sur les archives queer qu'on a entamé avec les archives contestataires cette année. La présentation du livre de Léo Bouliard, Débauche contre nature, l'homosexualité devant la justice fribourgeoise entre 1900 et 1992. La remise du prix mémoire LGBTQ+, de la ville de Genève au Festival Everybody's Perfect, c'est la 3e édition cette année, et il a été décerné au documentaire The Librarians, qui dépend de manière glaçante cette mécanique d'effacement des savoirs queer, notamment aux États-Unis. Je vous encourage à voir ce film et il sera rediffusé dans le cadre de notre collaboration avec Everybody's Perfect dans le courant de l'année prochaine. On a eu 3 événements dans le cadre du festival, le festival sur les sexualités, une performance, un speed dating pour les seniors et une visite déambulation Genève Insoumise sur les pas des luttes féministes et queer qu'on a proposé aussi au personnel de la ville de Genève. Donc encore une fois, c'est une manière d'intégrer les regards queer dans nos pratiques institutionnelles. La programmation se termine donc ce soir avec cette table ronde. Quitte à être mère, autant être lesbienne. Histoire des parentalités lesbiennes et queer. Quoi de mieux que de terminer avec cette soirée avec un titre qui rend hommage à l'humour et à la militance joyeuse qui ont toujours animé nos luttes. Merci pour ce titre très savoureux. Je tiens à remercier l'ensemble de nos partenaires, tant associatifs qu'institutionnels, l'association 360 des archives contestataires, la Bibliothèque de Genève, le Centre Maurice Chalumeau en sciences et sexualités, le festival Everybody's Perfect, l'Estime, la Maison de l'Histoire, le Musée d'art et d'histoire et le service social de la ville de Genève. Un grand merci à M. Van Damme qui a préparé et coordonné cette programmation et sans qui ce mois de l'histoire n'existerait tout simplement pas. M qui travaille avec moi à la ville, merci beaucoup. Et enfin, merci aux personnes invitées ce soir qui vont intervenir. Je me réjouis de les écouter. Merci à l'Estime et à 360 pour cette belle collaboration. Et puis, je termine en vous disant que la brochure Genève fière de son histoire LGBTQ+, est disponible sur les tables à l'entrée. Servez-vous. Elle retrace quelques faits marquants de l'histoire LGBTQ+ à Genève depuis les années 70 à travers une sélection de photos et de documents d'archives qui ont été rassemblés grâce à la mobilisation des réseaux associatifs. Merci encore. Il y a beaucoup de merci, mais comme vous voyez, tout ça est un travail collectif. Donc je vous encourage à prendre des brochures. Si jamais il n'y en a pas assez, il y a aussi des QR codes pour scanner. Elles sont disponibles en ligne et vous pouvez en commander librement et gratuitement en tout temps. J'ai été bien assez long. Merci beaucoup pour votre attention. Bonne suite de soirée à tous. Et je passe la parole à Carolina qui va nous présenter ce magnifique panel.
Merci Guillaume. Donc bonsoir à toutes et à tous. Donc, au nom de l'estime de Notre Histoire Conte et de l'association 360, je vous souhaite la bienvenue à cette table ronde donc intitulée « Quitte à être mère, autant être lesbienne », histoire de parentalité lesbienne et queer. Donc, je suis Éléonore Crinchamp, membre du comité de l'estime, et j'ai le plaisir de modérer cette rencontre ce soir aux côtés de ma collègue de l'estime, Carolina Topini. Donc, comme ça a été exposé, cette rencontre s'inscrit dans le cadre du programme du mois de l'histoire LGBTIQ+, qui est coordonné par le service Agenda 21 de la ville de Genève, que nous remercions chaleureusement pour son soutien. Nous remercions également les intervenantes et intervenants présentes ce soir d'avoir accepté de partager leurs réflexions et leur expérience autour de ces enjeux. Donc, nous avons Chati Ekofe, coordinatrice du pôle famille LGBTQ+, de l'association 360, figure de proue des mobilisations en faveur de la reconnaissance des familles LGBTQ+, à Genève, et plus largement en Suisse romande. Nous avons également Marta Rocaille-Skoda, qui est sociologue et professeure associée de l'Université de Lausanne, spécialiste des questions d'homoparentalité. Nous avons en direct de Guadeloupe Doris Varichon, qui est archiviste, membre des archives recherche culture lesbienne de Paris et du réseau Big Tata, qui est le premier réseau de bibliothèques et de centres d'archives LGBTQIA+, qui rassemble des associations et des collectifs de France, Suisse et Canada. Et nous remercions également Emmanuel Hiver, au bout de la table, qui est donc docteur en sciences politiques de l'École normale supérieure de Paris-Saclay et autrice d'une thèse qui a retracé l'histoire des mobilisations en faveur de la reconnaissance de l'homoparentalité en France. Nous tenons également à remercier les archives partenaires qui ont permis la réalisation de la petite exposition qui accompagne cette table ronde, en mettant à disposition leurs documents et en autorisant leur reproduction. Donc, nous avons les archives recherche culture lesbienne de Paris, donc notamment Doris Varichon et Julie Auchenedel, les archives lesbiennes du Québec, donc notamment Laure Neuville, ainsi que le fonds Suzanne Daniel de Gand, notamment, et l'INCBAR. Un remerciement tout particulier va à Laura Parisotto, qui est coordinatrice de l'estime, et à Nadia Crivelli, qui est scénographe, pour leur aide précieuse dans la conception et la mise en place de l'exposition. Et enfin, je remercie Stéphane, qui a accepté de s'occuper des enfants qui sont peut-être là, puisque c'est important de reconnaître le travail reproductif. Voilà, quelques mots sur les dispositifs de l'expo. Alors, la mise en scène, comme vous avez sûrement remarqué, se veut un peu brute, entre guillemets, et artisanale, dans un style assez bricolage, atelier, qui est très cher à l'estime, avec des matériaux éco-responsables. Mais l'exposition se veut aussi interactive, donc il sera possible d'interagir avec des écrits militants, des articles de presse, des photos, des récits et d'autres documents. Et des post-it donc, seront à votre disposition pour réagir, commenter ou laisser vos propres traces, pensées. L'exposition s'organise autour de plusieurs espaces. Donc, vous avez 2 panneaux qui présentent une sélection d'archives, l'un en français et l'autre en anglais. Un coin lecture qui propose une sélection d'articles de presse issus du Centre d'archives de l'estime. Et sur une table, vous trouverez une sélection de pamphlets d'ouvrages toujours issus de notre centre de documentation. Et pour finir, un ordinateur portable muni d'un casque qui met à disposition un documentaire, Choosing Children, produit en 1985. Et juste pour info, il s'agit d'un documentaire pionnier sur des couples de femmes lesbiennes aux États-Unis qui ont choisi de devenir mères dans les années 80. Donc une époque où la parentalité queer restait largement stigmatisée. Et c'est un documentaire super intéressant, plein d'anecdotes. Il montre les parcours de ces femmes pour concevoir ou adopter, mais aussi les obstacles rencontrés et la manière dont elles ont réussi à redéfinir les notions de famille et maternité. Et par ailleurs, petite annonce, cette table ronde est enregistrée dans le cadre aussi d'un projet de podcast sur l'histoire de parentalité lesbienne et queer, que l'estime mène actuellement en collaboration avec 360. Et nous en profitons pour remercier Mathilde Billot pour cette prise de son. Mathilde Billot qui fait partie de notre histoire conte et aussi documentariste radio. Voilà.
Suisse, 1983. Chère mère, nous sommes quelques lesbiennes qui désirons passer des vacances ensemble cet été avec nos enfants. Il est vrai que d'une part, nous devons être peu nombreuses, une minorité dans la minorité lesbienne, et que d'autre part, nous ne nous connaissons pas ou pas beaucoup. C'est pourquoi nous avons eu très envie d'une rencontre vacances avec des lesbiennes et leurs enfants. Nous avons probablement toutes des histoires différentes à échanger et plein de choses à partager et à réinventer. Cette rencontre pourrait être le début de la création d'un réseau de lesbiennes mères et surtout d'enfants de lesbiennes avec nos désirs, nos besoins, nos colères, nos réflexions. Ce serait aussi la prise de conscience de notre force multipliée par un plus grand nombre. Voilà, l'été approche et il nous reste peu de temps pour organiser ces vacances. Nous aurions éventuellement déjà un lieu à proposer, mais si l'une d'entre vous a une idée concrète à nous soumettre sous la dent, nous en faire part de toute urgence. Comme il nous est impossible d'évaluer le nombre de femmes qui viendront cet été, ce serait sympa que vous répondiez rapidement pour que nous puissions organiser au mieux cette rencontre. N'oubliez pas de nous préciser vos dates préférentielles. À bientôt et nombreuses, Jeanne-Marie. Philadelphie, 1976. Les mères inaptes, entre guillemets. Les lesbiennes sont automatiquement considérées comme des mères inaptes, entre guillemets, devant les tribunaux. Nous sommes coupables, entre guillemets, parce que nous refusons de coucher avec les hommes et que nous sommes donc pauvres. Lorsque nous refusons de satisfaire sexuellement les hommes, nous sapons leur pouvoir de commander notre travail sexuel. Et en sapant le pouvoir des hommes sur les femmes, nous menaçons la famille sans laquelle l'État ne peut fonctionner. Parce que les lesbiennes constituent une telle menace, nous sommes soumises à l'une des contre-attaques les plus violentes jamais lancées contre un groupe de travailleurs. Et le prix le plus élevé que nous payons pour notre lesbianisme est la perte de la garde de nos enfants. En tant que lesbiennes, nous sommes si impuissantes que presque tout le monde, mari, parents, services de protection de l'enfance, peut revendiquer la garde de nos enfants et l'obtenir. La probabilité croissante de perdre nos enfants ou la possibilité d'avoir des enfants si nous quittons nos maris empêche de très nombreuses femmes de devenir lesbiennes. Notre peur de perdre nos enfants si nous sortons du rang empêche d'autres d'entre nous de devenir mères. Nous n'acceptons plus que pour avoir des enfants, nous devions servir et dépendre d'un homme, ni que nous devions cacher notre lesbianisme pour pouvoir garder nos enfants. En exigeant du gouvernement qu'il rémunère toutes les femmes pour leur travail domestique, nous exigeons non seulement le droit de choisir d'être lesbienne sans perdre nos enfants, mais aussi la possibilité d'en avoir. Nous n'acceptons plus d'assumer l'entière responsabilité de nos enfants, ni la culpabilité d'être une mauvaise mère si nous passons moins de temps avec eux. Et nous ne nous excuserons auprès de personne d'élever des enfants qui, comme leur mère, se battent farouchement pour avoir le droit de décider de leur propre vie. Paris, 1982. Insémination artificielle et lesbienne. La législation sur l'insémination artificielle n'est pas encore au point en France. Les femmes célibataires ne semblent pas prises en considération, car elles ne bénéficient pas de cette possibilité. Ceci concerne également les hommes, paternité, donneurs de sperme, etc. Une grande réunion d'information aura lieu le samedi 3 juillet 1982 à partir de 19h30 dans les locaux de la Maison populaire, rue de l'Arbre, Paris, etc. Vous m'entendez bien? Okay. Toronto, 1982. Vous vous souvenez de l'affaire Bunny King, cette femme à qui l'on avait refusé la garde de ses 2 enfants au motif de son homosexualité créait un élément d'instabilité susceptible de nuire au bien-être des enfants? Nous avons une excellente nouvelle à vous annoncer. Le juge Sanford Kiddy, du tribunal des successions du Massachusetts, lui a accordé la garde. La Cour suprême de l'État a en effet ordonné au juge Kiddy de ne pas tenir compte de l'homosexualité de Madame King dans sa décision. Il semble que ce soit la première fois qu'une cour d'appel suprême d'un État statue que l'homosexualité ne peut être utilisée comme facteur déterminant dans l'attribution de la garde. L'avocat de Madame King a déclaré: la décision de la Cour suprême judiciaire est une déclaration juridique importante sur les droits des parents homosexuels. Bunny King a déclaré: je suis folle de joie, j'ai du mal à y croire, cela a été un si long combat. Félicitations de la part de nous toutes et tous, Gay Community News. Genève, 1982. Les lesbiennes rejettent souvent
pour ne pas dire massivement, la maternité, car elles ne l'aperçoivent qu'à travers les institutions patriarcales et comme symbole du patriarcat. Pourtant, les lesbiennes qui choisissent d'être mères et non l'inverse rejettent aussi violemment les patriarcats, mais pour créer et inventer une nouvelle définition de la maternité et l'ont besoin de soutien des autres lesbiennes. Il me paraît plutôt très incohérent de reprocher d'un côté aux féministes de toujours collaborer avec les mecs et d'en faire les pères de leurs enfants, et d'un autre de ne pas vouloir s'investir et s'interroger sur l'espace créé autour des enfants des lesbiennes qui rejettent et remettent en cause cette paternité. Si les analyses féministes dénoncent avec virulence l'enfermement des femmes dans l'identité de mère, je ressens souvent aussi cette même oppression de la part des lesbiennes. Pendant 30 ans, j'ai eu une identité des femmes sans enfants. Cela fait 1 an et demi que je suis en plus mère et j'ai l'impression d'être réduite à cette identité des mères seulement. Je trouve cela un peu fort venant de la part des militantes, comme si ma vie de fille, femme sans enfant, avait ainsi pu disparaître par enchantement. Eh bien non, elle existe toujours, aussi intensement qu'avant, avec la continuation de sa force, de ses désirs, de ses révoltes. J'ai toujours la même conscience de mon moi, enrichi ou augmenté d'une relation mère-fille. Aussi, croyez-moi, vous ne réglerez pas si facilement leur compte aux lesbiennes mères. Québec, 1995. À la recherche des lesbiennes mères. Il existe peu de connaissances sur les mères lesbiennes. Je ne parviens pas à photographier la mère lesbienne. Elle n'existe pas dans les livres sur la maternité. Elle fait partie d'une minorité invisible. De très rares auteurs incluent dans leurs recherches sur les familles celles dirigées par des gays et des lesbiennes. Les 2 termes de la proposition, lesbienne et mère, n'ont pas été traités historiquement avec la même ampleur ni au même niveau. Les mères sont davantage associées au concept de l'hétérosexualité, sexisme, alors que les lesbiennes le sont à celui de l'homosexualité, hétérosexisme. Au fur et à mesure que les lesbiennes deviennent visibles, elles désirent relever les défis qui leur étaient moins accessibles auparavant, comme le droit d'être mère à part entière. Et c'est justement pour répondre à ces besoins de connaissances, d'informations, que nous organisons cette table ronde ce soir. Et celle-ci, donc, tout comme l'exposition qui l'accompagne, propose d'interroger ce que signifie vivre la parentalité en dehors des normes hétérosexuelles et patriarcales, en prenant pour point de départ les multiples formes de lutte menées par les mères lesbiennes, mais aussi leurs alliés, à travers les temps et les espaces, de Londres à Toronto, de New York à San Francisco, de Paris à Genève. On l'a vu dans les extraits que nous venons de lire, c'était presque improvisé, j'ai envie de dire. Hein. On a eu cette idée tout à l'heure. Et les archives montrent une vraie pluralité de voix, d'expériences et de positions. Elles témoignent à la fois des luttes communes, des solidarités fortes, mais aussi des désaccords, des crispations, des débats qui ont traversé les mouvements et les communautés lesbiennes autour d'un thème à la fois central mais aussi clivant, tel qu'est la parentalité. Depuis les années 70, ces expériences se sont déployées sous des formes et des revendications multiples, des campings autogérés des mères lesbiennes dans les années 80, aux luttes dans les tribunaux contre les retraits des gardes, en passant par la revendication du droit à l'adoption et par les mobilisations pour l'accès aux techniques des PMA, procréation médicalement assistée, mais aussi par la revendication d'un salaire pour les travails domestiques afin de mettre fin à la dépendance économique des lesbiennes vis-à-vis du salaire masculin, la création de groupes de parole et d'espaces d'entraide favorisant les échanges, la diffusion des newsletters et des bulletins d'information dédiés, ainsi que par des manifestations et des prises de parole médiatiques capables de mouvoir, de mobiliser et de fédérer. Ces mobilisations se sont également exprimées à travers des actions de solidarité avec d'autres formes de parentalité stigmatisées ou jugées inaptes, notamment celles des familles noires, immigrées, des classes populaires, ainsi que par la construction d'alliances avec d'autres mobilisations sociales.
contre la précarité économique et les démantèlements de l'État social, pour les droits de traverser librement les frontières, contre la guerre et la dépossession des terres et des ressources, mais aussi aux côtés des luttes antiracistes, féministes et décoloniales. Alors aujourd'hui, donc, on assiste à la multiplication de nouvelles formes de résistance féministe, queer et trans, ainsi qu'à la création de collectifs, de réseaux et d'espaces de solidarité qui réinventent les manières d'être en parenté et de faire communauté. Par exemple, donc, depuis 2 ans, à Lausanne ont lieu les grandes rencontres des parentalités queer, féministes et complices, qui est un événement festif et militant qui propose des rencontres autour des manières de faire famille, parentalité et communauté. Du côté de Genève, on a la chance d'avoir le pôle famille LGBTQ+, de l'association 360, qui était enseignement groupe homo-parents, qui propose depuis 2001 des espaces de soutien, d'accompagnement, de discussion et de partage. Et du côté de la France, il y a le collectif Famille qui propose depuis 2022 des Family Pride Festival, des journées et des soirées de rencontres, ou encore le collectif des Hippocampes, qui est un collectif de personnes trans ayant porté leurs enfants. Donc ce sont des initiatives qui se déploient dans des contextes où, par ailleurs, persistent des lois et des politiques qui restent discriminatoires. Donc certaines familles restent pénalisées ou invisibilisées. Les droits reproductifs de nombreuses personnes ne sont toujours ni complètement garantis ni reconnus. Des personnes trans restent souvent exclues de l'accès à la PMA. Les techniques de PMA sont d'ailleurs par ailleurs pas toutes accessibles et parfois très coûteuses, et donc excluent de fait l'accès à un ensemble de personnes. Et le droit de la filiation reste hétéronormatif et laisse peu de place aux configurations familiales queer. Donc connaître les histoires et de celles et ceux qui nous ont précédés, alors rien d'un simple exercice de mémoire, c'est plutôt un geste heuristique et politique qui nous rappelle que les gays, les lesbiennes et les personnes trans n'ont pas attendu d'avoir des droits formels pour faire famille. Elles ont inventé, expérimenté, souvent bricolé des formes de parenté et de solidarité en dehors des cadres légaux et normatifs. Et donc ce soir, grâce aux éclairages apportés par nos intervenantes et intervenants, on va chercher à comprendre comment nos combats contemporains, donc pour la justice reproductive, économique et sociale, peuvent être nourris, inspirés et prolongés par ces luttes. Donc je vais me tourner maintenant vers les intervenantes et intervenants pour vous adresser les questions que nous avons préparées ensemble. Donc pour commencer, les luttes pour la reconnaissance des parentalités LGBTQ, que cela passe par la garde d'enfants en cas de divorce, par le droit au mariage, à l'adoption, à la PMA, à la reconnaissance de la diversité des formes de parentalité, ont fait l'objet d'évolutions importantes ces 60 dernières années. Et donc, à partir de vos expériences de militance et de vos recherches, pourriez-vous nous présenter les différents acteurs, actrices de ces luttes et comment est-ce qu'ils et elles ont construit leur mobilisation pour cette reconnaissance? Quels groupes se sont mobilisés en France? Comment les associations suisses telles que l'Estime et 360 ou d'autres sont intervenues dans ces débats et se sont mobilisées autour de ces revendications? Quels ont été leurs répertoires d'action ainsi que les stratégies employées et dans quelles contraintes sociales, politiques locales? Je vous laisse la parole. Et moi, vous m'entendez toujours? Donc je vais essayer de passer rapidement juste sur le contexte des luttes que moi j'étudie. Ça se passe dans les années 70-80 et je vais faire une présentation surtout autour d'un procès à Lyon. Mais juste pour élargir un petit peu, on est dans le contexte du mouvement de libération des femmes et de la prise d'ampleur des mouvements lesbiens, notamment à Lyon, où un groupe de lesbiennes existe dans le centre des femmes de Lyon et s'est créé de façon non mixte à l'intérieur de ce même centre. Ce groupe, il a aussi créé une revue qui va être assez importante dans la diffusion de l'affaire dont je vais parler, qui s'appelle Quand les femmes s'aiment. Et donc, il est composé de lesbiennes et certaines d'entre elles sont mères et rencontrent des difficultés au niveau de leur garde. Vous m'entendez toujours bien? Ok. Et donc, elles vont commencer à créer une commission juridique à l'intérieur du groupe de lesbiennes autour de 1978 pour s'organiser parce que plusieurs d'entre elles risquent de perdre la garde de leurs enfants ou l'ont perdu ou ont réussi, mais c'était très, très tendu. Face au nombre d'affaires, elles essayent de faire un appel carrément national pour la création d'un groupe d'envergure nationale de lutte pour ces mères lesbiennes. Elle n'y arrive pas parce qu'il y a un manque de cas répertoriés, mais parce qu'il n'y a pas forcément les forces en présence pour y aller tout de suite. Et du coup, au niveau local, elle crée une association qui s'appelle Femmes accusées d'homosexualité et maternité, donc qui est basée à Lyon, en octobre 1979.
Je vais partir du coup d'un procès qui a été central aussi dans l'histoire de cette association, qui était non déclarée par ailleurs, hein, on ne la retrouve pas au niveau de la préfecture. Donc c'est le procès d'Evelyne qui était donc une femme mariée avec un enfant. Un divorce a été prononcé en juillet 1979 et elle s'est rapidement mise en ménage, entre guillemets, avec une femme et son fils, qui était de son précédent mariage. Et, il y a eu beaucoup de rebondissements. Le père a essayé d'obtenir finalement la garde. Et ce qui est intéressant dans ce procès, c'est qu'il il y a une question notamment autour d'une expertise médico-judiciaire de l'enfant. Ce que Evelyne refuse parce qu'elle ne veut pas que son enfant soit seul expertisé par des juges à 4 ans, ce qui est compréhensible. Euh, et il y a des allers-retours qui vont jusqu'à la cour d'appel concernant cette expertise, ce qui est assez rare aussi dans ces cas-là. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que du coup, il commence à y avoir une mobilisation nationale autour de cette affaire. Il faut savoir qu'il y a eu 2 manifestations nationales. La première en octobre 1981 à Lyon, le 12 décembre 1981, pardon, je suis fatigué, et la deuxième le 24 avril 1982. Donc on a 2 manifestations nationales d'envergure avec énormément d'acteurs que je vais présenter juste après. Sachant que à partir de février 1982, c'est Gisèle Halimi qui va représenter Evelyne, ce qui du coup n'est pas du tout anodin vu son statut. Finalement, Evelyne gagne son procès, heureusement, le 8 juillet 1982. Les juges retiennent qu'il n'y a pas de motifs graves en fait, qui permettent de revoir la convention de garde et que l'expertise psychologique de l'enfant est plutôt rassurante, ce qui nous surprend grandement. Euh, Au niveau des acteurs et actrices donc, de cette lutte, évidemment, Evelyne, elle ne lutte pas seule. Déjà, elle est accompagnée de sa conjointe Monique, enfin conjointe pour l'époque, et de l'association Femmes accusées d'homosexualité et maternité, avec un ensemble de collectifs d'organisations qui est mixte, ce qui est intéressant aussi. Donc, il y a des copains PD qui accompagnent tout ce processus et qu'on retrouve dans les archives. Le Mouvement français pour le planning familial, et un autre groupe qui peut être plus surprenant aujourd'hui, le groupe de recherche pour une enfance différente, qui est pédophile, mais j'y reviendrai peut-être un petit peu plus tard. Il y a beaucoup d'associations et de collectifs homosexuels, mixtes, PD, lesbiens et féministes qui vont soutenir cette manifestation, mais aussi des organisations politiques comme le PS, PSU et la Ligue communiste révolutionnaire. En termes de stratégie, ce qui est intéressant, c'est donc à la fois, il y a une défense juridique obligatoire quand on est forcément cité en justice, mais en même temps, il y a un militantisme externe aux tribunaux, à savoir dans la presse homosexuelle, dans la presse grand public, dans l'espace public avec une manifestation. Et on voit qu'il y a vraiment une stratégie du nombre, parce que finalement, quand on voit les tracts de la manifestation, il y a énormément de personnes qui soutiennent cette manifestation. Le cas d'Evelyne, il est aussi rare parce qu'elle est militante sur son propre procès, ce qui n'est pas forcément donné à l'origine. Elle se cache au départ et elle vit seule le chantage que lui impose son conjoint. Et en fait, c'est parce qu'elle était impliquée dans des groupes de femmes et des groupes féministes qu'elle a fini par trouver la force de se battre et qu'elle a commencé à mobiliser des gens autour d'elle. Elle finit donc par s'exprimer non seulement dans des groupes homosexuels, lesbiens et féministes, mais aussi devant la presse locale, dans l'espace public. Elle prend la parole à visage découvert pendant les manifestations, etc. Et c'est quelque chose qui lui est par ailleurs reproché pendant le procès. Mais elle a la force d'assumer ça, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les femmes, puisque notamment si on allègue que vous êtes homosexuel et que vous essayez de ne pas vendre la mèche, entre guillemets, bah, il est assez malvenu de s'exprimer dans l'espace public en tant que lesbienne. C'est une lutte qui est assez complexe stratégiquement aussi parce que dans la même période de militantisme, il y a des risques de psychiatrisation pour les femmes lesbiennes. J'ai une personne que j'avais rencontrée qui est passée pas très loin. Il y a une autre militante du groupe qui a été suivie par les renseignements généraux. Et de façon générale, il y a un risque de licenciement qui fait que par effet de boomerang, on ne peut plus assumer si on est licencié de pouvoir garder son enfant et de dire qu'on a les ressources pour le garder. Et donc tout ça, ça a pu, je pense, freiner certaines personnes dans le fait de se battre, outre après bah, l'accès aux ressources judiciaires, etc. Publiquement, Evelyne, elle parle de criminalisation
de psychiatrisation des minorités et des différences et d'un procès discriminatoire. Actuellement, je n'ai pas de données exactement sur la stratégie de défense juridique qui a été menée par Gisèle Halimi à partir de février 1982. Mais ce que je sais, c'est qu'elle a encouragé vraiment le battage autour du procès et qu'elle était tout à fait d'accord avec le fait que ça prenne de l'ampleur. En termes stratégiques, c'est pas forcément très étonnant. Je fais l'hypothèse en fait que comme Gisèle Halimi, elle était aussi rapporteuse dans les débats à l'Assemblée nationale sur ce qu'on va appeler la dépénalisation de l'homosexualité, les dates, elles sont quasiment identiques au point que c'est presque troublant. Le 12 décembre 1980, il y a la manifestation à Lyon, la première, et autour du 20 décembre, il y a l'ouverture des débats à l'Assemblée nationale. Le 8 juillet, Evelyne obtient la garde, et le 4 août 82, c'est ce qu'on appelle la dépénalisation. Et donc, je fais l'hypothèse, mais qui sera confirmée plus tard ou pas, que Gisèle Halimi considérait qu'il y avait un continuum entre ces deux causes et qu'elle a surfé aussi d'une certaine manière sur cette vague de mobilisation collective pour la dépénalisation pour donner de l'ampleur à cette affaire. En termes stratégiques, il y a une dernière chose que je voudrais souligner, c'est un peu rapide, désolé, mais c'est la place du groupe de recherche pour une enfance différente dans cette lutte. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était un groupe qui faisait la promotion de la pédophilie et de la choréphilie, qui a publié 7 numéros d'une revue qu'aujourd'hui on pourrait considérer juste de pédocriminel et d'illégal. Et à l'époque, c'était déjà un groupe qui était assez critiqué dans certaines rencontres. Aujourd'hui, ce serait juste totalement absurde et impossible et illégal de s'associer avec un groupe ouvertement pédocriminel pour faire valoir la garde. Donc ça, c'est aussi des changements qui ont eu lieu. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, ce serait possible et c'était certainement pas souhaitable. Voilà, j'ai fini pour la première question. Merci. Alors, merci pour cette question et puis merci pour l'invitation par ailleurs, je n'ai pas eu l'occasion de le dire. Alors, donc moi, mon travail, je le dis comme ça très rapidement, a porté donc sur les luttes pour la reconnaissance de l'homoparentalité en France. Les bornes chronologiques de mon objet, c'est entre 1986, qui est la date de la création de la première association homoparentale française, et 2013, puisque c'est le moment où on reconnaît l'homoparentalité en France, avec l'ouverture du mariage et de l'adoption aux couples de même sexe. Je n'ai pas travaillé sur la période postérieure, puisqu'il y a une autre date clé, c'est 2021, la reconnaissance, enfin l'ouverture de la PMA aux femmes seules et aux couples de femmes cis. Voilà. Alors, pour répondre aux questions, quels sont les acteurs déjà des luttes en faveur de l'homoparentalité en France ? Alors, on a divers types d'acteurs. En premier lieu, on peut citer les associations, évidemment. Alors, je vais globalement parler plutôt de la période années 90, enfin le tournant des années 80-90 et début 2000, et pas trop m'attarder sur la suite. Donc en premier lieu, on a les associations gays et lesbiennes, et la toute première asso, les pionniers, c'est l'association des parents gays et lesbiens, l'APGL. Elle est créée, donc, je l'ai dit, en 86, mais c'est qu'à partir de 95 qu'elle va se mobiliser publiquement. Côté asso, on a aussi des associations généralistes de défense des droits des personnes LGBT, telles que l'inter-LGBT ou les groupes partisans, les groupes LGBT des partis politiques. Alors ces groupes, eux, ils se rallient à la cause homoparentale, selon moi, d'après les archives que j'ai étudiées, ils se rallient à la cause plutôt à partir du tournant des années 2000, fin des années 90, et surtout ils n'en font leur priorité, la priorité de leur agenda politique, qu'à partir de 2004. 2004, c'est le mariage de Bègue, je ne m'attarde pas, mais voilà, c'est un tournant pour cette cause. Ce qu'on peut dire sur ces assos, déjà, c'est que c'est des associations qui sont plutôt... en tout cas, les luttes homoparentales, elles ont plutôt été dominées par des associations modérées, dites modérées, et aux stratégies militantes et institutionnalistes, plutôt proches du lobbying. Et donc, ça les situe, moi je qualifierais que ça les situe en tout cas plutôt en marge des mouvements sociaux tels qu'on l'entend généralement. En dehors de ces associations, on a aussi des individus qui sont mobilisés. Alors, ils ne sont pas particulièrement organisés collectivement, ce qui n'empêche pas des collaborations parfois, mais c'est plus électron libre, et donc ces personnalités, ces individus, ils se mobilisent
très tôt, pour certains, dès la fin des années 90, dès la fin des années 90. Ils embrassent la cause qui émerge, qui est portée par la PGL, et ça va être des alliés. Donc ces individus, on a à la fois des intellectuels et des universitaires qui s'engagent à travers les recherches qu'ils mènent, disons en faveur de l'homoparentalité, mais aussi à travers leur prise de parole publique. Voilà, donc ils œuvrent dans le milieu académique et publiquement pour certains. On a aussi des professionnels du droit, et là je pense en particulier à une avocate qui aimerait être, là je disais, la Limi de l'homoparentalité, c'est Caroline Mécari, qui a œuvré vraiment en France dans les tribunaux. Elle a œuvré donc elle a utilisé l'arme du droit pour porter cette cause, à la fois dans les tribunaux, mais aussi dans la presse, grâce à des stratégies de médiatisation de ces décisions de justice qu'elle obtenait dans les arènes de justice. On a aussi, comme autre acteur qu'il faut compter, il me semble, c'est des journalistes, notamment de Libération et du Monde, surtout de Libération, mais quand même aussi du Monde un peu plus tard, qui vont chercher à mettre la question de la reconnaissance des familles homoparentales à l'agenda médiatique, sur le devant de la scène médiatique, à travers leur travail. Et pour ça, ces journalistes vont souvent se saisir, par exemple, des décisions de justice. C'est des journalistes qui sont en lien avec, justement, Caroline Mécari, qui sont en lien avec la PGL. Et voilà. Donc eux vont œuvrer à la médiatisation de cette cause et donc, d'une certaine manière, à sa politisation. Et enfin, on peut citer quelques personnalités politiques qui sont mobilisées aussi et qui ont porté la cause du mariage et des droits parentaux des gays et des lesbiennes à l'intérieur de leur parti. Et là, c'est essentiellement des personnes qui sont issues des partis de gauche, et en particulier chez les Verts, et aussi quand même quelques personnalités au Parti socialiste. Il faut peut-être souligner aussi une chose qui est intéressante sur ces luttes, c'est que parmi les personnes engagées là dont je parle, il y a des gays et des lesbiennes, bien sûr, mais il y a aussi en tout cas des gens qui ne sont, a priori ne sont pas gays et lesbiennes ou ne se revendiquent pas, mais surtout on le sait en fait, ne le sont pas, et qui ont été des alliés de poids. Et j'y reviendrai peut-être un peu plus tard si j'ai le temps. Juste pour prolonger un petit peu la temporalité de ma thèse, on peut dire que les derniers acteurs qui arrivent en scène après 2013, et qui vont se mobiliser sur la question de l'homoparentalité et en fait surtout de l'accès à la procréation médicalement assistée, c'est des groupes d'activistes lesbiennes qui se revendiquent féministes. Et ça, c'est nouveau. C'est nouveau de mettre en avant une perspective féministe dans ces luttes. Et en fait, elles vont venir faire un peu une sorte de jonction entre les mouvements des années 70 et ces mouvements de 2020. Et elles font la jonction à travers la question de l'autonomie reproductive des femmes, qu'on soit hétéro, homo, seul ou en couple. Pour les stratégies mises en œuvre, je vais faire un petit focus là juste sur la PGL, puisque c'est l'association pionnière. C'est la première association qui a quand même pensé ensemble deux questions qui jusque-là étaient quand même considérées comme antinomiques dans les années 80-90, l'homosexualité et la famille, enfin la parenté, ou la parentalité même plutôt. Et donc cette association, ce qu'on peut en dire, c'est qu'elle va être en rupture avec les revendications et les répertoires d'action traditionnels des mouvements homosexuels les plus emblématiques de ces années-là, qui ont un esprit plus contestataire et qui sont aussi souvent les référentiels de l'histoire politique de l'homosexualité. Alors pourquoi la PGL est en rupture avec ces revendications et les répertoires d'action ? Ça tient d'une part au profil des militants, très probablement, mais très certainement, mais pas que. Ça tient aussi à l'objet même de leur cause, la parenté des couples homosexuels. Enfin, d'abord la parenté des personnes homosexuelles, puis plus tard on verra des couples homosexuels. Parce que ça ne se fait pas en un jour, cette réflexion autour de l'homoparentalité. Et donc, donc leur cause, c'est quand même la reconnaissance de leur qualité de parents. Et donc cette cause, elle ne va pas favoriser des modes de mobilisation contestataires.
puisque en fait leur objectif principal, c'est quand même, dans un contexte de très forte illégitimité de l'homosexualité et encore plus, évidemment, de la parentalité des lesbiennes, comme l'a expliqué Doris Varichon. Voilà. Leur objectif, c'est une stratégie de légitimation de la cause. Et comme on le disait tout à l'heure, c'est très périlleux comme cause. Parce qu'à cette époque, évidemment, l'homosexualité, donc je disais, est stigmatisée, mais surtout allier homosexualité et les enfants, la question des enfants, c'est un peu casse-figure quoi, pour eux. Voilà, puisque l'homosexualité est encore assimilée à la pédophilie, etc. Donc, à partir du milieu des années 90, ils vont mettre en place une stratégie. Alors, ils ont trois stratégies, je passe très brièvement. Ils ont des stratégies d'interpellation du monde de la recherche pour que les gens travaillent sur l'homoparentalité et légitiment aussi cette question par le biais scientifique. Il y a des stratégies d'interpellation des élites politiques, évidemment. Mais là, ce qui m'intéresse, c'est la stratégie politique de visibilisation des familles homoparentales à travers les médias. Pourquoi ils essayent de visibiliser les familles? C'est pour faire de la pédagogie auprès des politiques, auprès des journalistes, auprès de l'opinion publique, pour convertir toutes ces catégories, et principalement l'opinion publique, puis les politiques, à leur cause. Et donc, pour faire de la pédagogie, qu'est-ce qu'ils vont faire, quelle va être exactement précisément leur stratégie médiatique? Ça va être de faire témoigner les familles homoparentales dans les médias. Et pourquoi ils veulent les faire témoigner? Bon, pour les rendre visibles, je l'ai dit, mais aussi, surtout, pour montrer que ce sont des familles comme les autres. Des familles, dirait-il à l'époque, ou dirait-elle, des familles normales. Voilà, donc l'objectif de l'APGL, c'est de visibiliser ces familles et surtout de construire une figure quelque part présentable, respectable et inattaquable des familles homoparentales pour les légitimer. Et un reproche qui a pu leur être fait, c'est que ce travail médiatique qu'ils ont fait, cette stratégie médiatique pour défaire le stigmate de l'homosexualité, en même temps, il a véhiculé des représentations très stéréotypées, très normatives ou très conventionnelles des familles homoparentales. Mais il faut replacer cette stratégie dans le contexte de l'époque et donc ça peut aussi se comprendre. Et quand on regarde la période post-2013, on voit que ça a laissé la place à d'autres formes de stratégies et surtout à penser les familles homoparentales un peu plus en dehors de la norme hétéronormée. Voilà, je m'arrête là. Oui, bon, merci pour cette invitation. Je vais faire un exercice d'historienne sans lettres, en fait, parce que je vais aller plutôt à la préhistoire. Donc, on se situe maintenant enfin en terrain genevois. Et donc, la préhistoire, c'est-à-dire que je ne vais pas parler des mobilisations, des premières mobilisations à Genève par rapport aux familles arc-en-ciel, parce qu'on a la protagoniste principale à côté. Ça serait un peu bizarre d'être analysé là, mais voilà. Voilà, mais quand même, je vais faire. Donc, je vais parler des années 90, donc quand il n'y avait pas encore vraiment, en tout cas, un territoire genevois, des revendications publiques, en tout cas, ou entendables par rapport à la question des familles homoparentales. Mais en fait, c'est que j'ai pu voir dans les archives il y a déjà très longtemps, surtout les archives de l'Estime du centre Nathalie Barnet à l'époque, c'est que moi j'avais fait une petite recherche. Mon objet d'étude, ce n'était pas encore les familles homoparentales, c'était plutôt la première loi qui reconnaissait les couples homosexuels en Suisse, donc la loi genevoise, parce qu'en Genève, on est toujours les premiers. Donc j'avais essayé de retracer cette histoire et évidemment, naturellement, je suis allée vers les associations homosexuelles existantes à l'époque. On appelait comme ça à l'époque les associations homosexuelles. Et donc j'étais à dialoguer à l'Estime, c'était déjà l'Estime à l'époque,
Ça, c'est devenu l'estime 96-97, je pense, hein, c'était ça. À 2001, ok. Ouais, c'était ah oui, Centre Femmes Nathalie Barnet. C'était 2001, oui, oui, quand ils ont eu les... Oui, tout à fait. Donc, c'est que je suis allée à l'estime surtout pour essayer de comprendre si les femmes, donc les femmes lesbiennes, avaient eu un rôle aussi dans toute la négociation politique et la mobilisation par rapport à cette première loi qui institutionnalisait les couples de même sexe. Et c'est là que j'ai fait connaissance avec Eliane Blanc et Giselda Fernandez et aussi Catherine Gaillard, donc à l'époque. Et en fait, à l'époque, donc c'était au tournant des années 2000. Et Eliane Blanc, ça a été la première employée de Centre Femmes Nathalie Barnet. Et elle était à mi-temps. Ça, c'était à la fin des années 90. Et là, déjà, moi, toute jeune et naïve, ça m'avait surpris qu'il y ait autant de différences de ressources entre une association lesbienne et gay, hein, donc dans le même territoire, dans la même ville. Et c'est vrai que là, elles avaient, par rapport à celles qu'elles ont pu m'expliquer et me raconter, c'est qu'elles avaient très peu de moyens mais qu'elles faisaient un énorme travail politique. Et j'ai pu montrer ça dans ma recherche parce que l'association qui s'est créée pour porter ses premiers projets de loi à Genève, c'était une mini-association, s'appelait GREPA, fondée par, entre autres, Eliane Blanc et Giselda Fernandez et Yves Desmathès et entre autres personnes, mais on parle d'une poignée de personnes. Donc l'estime a été, même si c'était à titre privé, finalement personnel de ces couples de femmes, a été vraiment au centre, assez central dans les lobbies politiques et dans les négociations politiques. Et surtout, j'ai pu trouver plusieurs lettres de Centre de Femmes, encore à l'époque Nathalie Barnet, dirigées vers les députés du Grand Conseil pour vraiment soutenir le projet de loi qui institutionnalisait les couples homosexuels. D'accord, on n'est pas encore dans les familles, donc l'homoparentalité, mais c'est quand même l'ancêtre parce que, au fait, ce qui s'est passé pour les plus jeunes, parce que vous n'étiez peut-être pas encore nés, mais ou presque, c'est que cette loi que tout le monde qui était si réjouissif, en fait, elle était en même temps très énervante parce que la partenariat à Genève, enregistré à Genève, surtout l'appart à niveau fédéral qui est venu tout de suite après, parce qu'avec cette loi, il y avait encore beaucoup plus de barrages formels. Hein, on démarquait le territoire de qu'est-ce qu'il y a une famille ou pas. Et en fait, ça, c'est que j'ai pu voir qu'à travers, avec cette loi, en fait, il y a eu aussi un mécontentement aussi à niveau fédéral par rapport à la loi, c'est l'association lesbienne suisse, mais aussi à niveau local, plus à Genève, à dire c'est pas possible, on ne veut pas nous entendre. Donc, dans la négociation de la loi déjà, la fêtière gay avait beaucoup plus de la peine à entendre les femmes lesbiennes qui voulaient revendiquer depuis le début, la plupart, pas toutes, hein, la question de la maternité. Donc de pouvoir accéder à la maternité et reconnaître déjà les familles existantes. Donc il y a eu cet épisode que je trouve que c'est pas anecdotique, hein, mais de ces deux femmes et aussi Catherine Gaillard comme présidente à l'époque qui m'ont expliqué, donc je peux vous lire après des extraits d'entretien, qu'elles ne pouvaient pas se faire entendre en fait. Déjà la question de la maternité lesbienne, elle n'était pas entendable à l'époque. Dans l'espace politique, donc au tournant des années 2000, hein, donc à la fin des années 90. Si on parle, et là je ne vais pas parler des stratégies de mobilisation et des répertoires d'action à partir des années 2000, parce que c'est Chati qui va vous expliquer ce qu'elle a fait. Mais je peux aussi déjà annoncer, parce que j'ai plutôt travaillé aussi sur la Catalogne, l'Espagne, donc sur une association... la première association de familles lesbiennes et gays, la FLG,
et qui a beaucoup de similitudes par rapport à ce que Manuel vient d'exposer. Il y a beaucoup de similitudes, mais aussi il y a beaucoup de similitudes par rapport au contexte helvétique, ou surtout genevois. C'est cette question de la visibilité. Mais la visibilité a un prix, en fait, et un prix très important. Et en fait, ce que j'ai pu voir, c'est qu'en Suisse, en Espagne, la première association homoparentale est créée au tournant des années 2000 et elle agit dans l'ombre, en fait. Les mères lesbiennes agissent dans l'ordre. Je parle des femmes parce qu'il n'y avait presque pas d'hommes. Il n'y avait pas d'hommes au début, il y a très peu. C'est assez récent qu'il y ait des hommes qui s'engagent, qui soient dans l'association pour bénéficier des conseils, il y en a eu toujours, mais qui s'engagent vraiment au quotidien pour porter des revendications, il n'y en avait pas à l'époque. Et donc, en tout cas, en Catalogne, j'ai dit. Et donc, ces femmes, c'est qu'on peut analyser comme différence par rapport à un mouvement gay classique, c'est que ces femmes, elles luttent pour leurs enfants. Les revendications premières, ce n'est pas l'individu, c'est leurs enfants, en fait. Et ça, c'est très important. Deuxième, c'est que ces femmes, elles sont mères, et donc, elles travaillent à côté, parce qu'elles ne sont pas du tout payées pour ça, pour revendiquer. Donc, voilà, donc, la dernière chose dont elles ont envie, c'est d'avoir encore un troisième bureau ailleurs. Donc, on travaille depuis la maison quand les enfants sont couchés, on milite. Donc, ça, c'est très important quand même, parce que l'espace à disposition, l'espace temporel à disposition, elle est très différent que dans d'autres genres de militantisme, donc, etc. Donc ça, c'est important. Et donc la question de la visibilité, en Espagne, moi j'ai vu qu'il y avait, du moment qu'il y a l'instauration de mariage pour tous en Espagne, donc 2005, très peu après la naissance, la création de cette association de mes parents, ça change tout parce que beaucoup plus de personnes veulent témoigner, veut être plus visible dans l'espace public. Donc, le droit, c'est quand même un médium de reconnaissance. C'est quand même un levier de légitimité, de légitimisation. Donc, la question de la visibilité, elle est importante en lien avec les droits. Donc, on est dans nos droits, et ça, c'est une phrase que j'ai beaucoup entendue à l'époque. On est dans nos droits, donc on va pouvoir aussi, même s'il y a un coût à la visibilité, parce que ce n'est pas seulement visibilité en tant que personne, on visibilise aussi notre famille, la plupart des cas. Donc, c'est quand même un coût et c'est important. Tandis qu'en Suisse, la part a énervé beaucoup de mères lesbiennes. Et donc, c'est plutôt, donc, c'est pas la loi qui est un médium de reconnaissance, là, c'est plutôt la loi qui démarque, qui crée plus de discrimination, à la limite, dans ces cas-là. Et donc, a énervé beaucoup des mères lesbiennes. Et c'est ces mères lesbiennes qui ont commencé à agir au quotidien, mais aussi avec des conditions très différentes et que des associations gays plus classiques. Donc ça, c'est clair. Et c'est pour faire aussi la transition avec l'intervention des Chati, parce que je ne vais pas expliquer comment toi, tu as agi. Mais une autre chose aussi, c'est que dans ces protections des enfants, ce n'est pas une stratégie d'action, mais il y a beaucoup de stratégies de protection aussi. Donc, il y a beaucoup, et ça, Chati, tu pourras en témoigner, parce que tu as été aussi, je pense que ça a été une démarche que tu avais mise en place. C'est vraiment comment on protège nos enfants. Quels sont les moyens pour protéger nos familles et nos enfants. Et il y avait aller chez le notaire, notamment, aller faire vraiment, et transmettre aussi l'information d'une famille à l'autre pour qu'on puisse, voilà, il y a un testament, un type de testament qu'on va pouvoir créer, qu'on a créé, ou qu'on a fait avec un notaire, et on fait bénéficier autour de nous, notre entourage, d'autres familles arc-en-ciel, homoparentales, qui puissent en bénéficier. Ça, j'ai vu exactement la même chose en Espagne. Et donc, les premières actions, c'est des actions pragmatiques aussi. Et donc, avant d'être politique dans le sens de revendication dans l'espace public, c'est plutôt de dire comment on se protège, nous, au quotidien, comment on peut protéger surtout nos enfants. Merci. Je vais essayer de reprendre la suite. Je tiens à préciser que je n'ai pas été toute seule, hein. Loin de là.
j'ai essayé de mettre comme ça quelques dates parce que ça a été un combat extrêmement et une aventure extrêmement longue, parfois difficile, mais aussi très très belle. Très très belle parce que il y a eu des gens extraordinaires, j'ai appris plein de choses. Et puis très belle parce que tu l'as dit tout à l'heure, je pense que mon premier moteur c'était mes enfants, à l'époque mon fils, puis ma fille, et après toutes ces familles aussi. Donc tu l'as dit, la Helpart, en fait la Helpart elle est arrivée en 2008 avec un article 7, voilà, j'ai commencé avec une boulette, avec un article qui spécifiait qu'en fait on n'avait pas le droit d'adopter. Alors c'était effectivement à ce moment-là les assos et les groupes qui militaient pour la Helpart sont venus voir les groupes comme le groupe Homo Parents à l'époque et d'autres pour nous dire qu'il fallait qu'on fasse un peu profil bas. À leur décharge, je ne suis pas sûre qu'à ce moment-là, au niveau politique, ça aurait passé avec la famille. Puisque déjà, c'était difficile de protéger le couple, mais il faut bien se dire une chose, c'est que dans les questions LGBTIQ+, le couple c'est une chose, la famille, qui est un bastion d'hétéronormativité où tout est basé sur l'hétéronormativité, alors là, ça fait tout exploser. Puis donc c'était vraiment brandi comme un épouvantail, aussi par les politiciens qui disaient oui, mais vous verrez, ils veulent être en couple et avoir des droits, puis la prochaine chose, ça va être la famille, blablabla. Donc bien évidemment, comme tout et comme toujours, et comme depuis la nuit des temps, on n'attend pas d'avoir des droits pour faire les choses. Parce que je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on n'aurait même pas le mariage pour toutes et tous. Donc ces familles ont toujours existé, mais elles ont été plus ou moins visibles, et elles ont existé et elles se créent de manière différente, aussi selon le droit. Donc en fait, ce qu'on a... Ben voilà, moi je suis à 360 depuis le début, mais j'étais pas vraiment dans ces trucs-là au début, j'étais dans le magazine. Et puis en 2001, le groupe Homo Parents s'est fondé. En 2005, je crois que je suis arrivée. Et puis on a commencé à faire aussi des week-ends avec des familles de toute la Suisse, qui étaient plutôt des personnes qui tout d'un coup se disaient « Ok, on va faire ça ». Et puis en 2009, après il y a aussi eu la création de réseaux européens, avec le NELFA, une grande collaboration. Moi, j'ai beaucoup travaillé aussi avec la PGL, avec l'ILGA Europe, avec le Québec, avec la Coalition des familles LGBT, qui était aussi à la base un groupement de mères lesbiennes qui s'est constitué, qui à l'heure actuelle est une assoce extraordinaire et très grande. Et puis en 2009, il y a eu une pétition qui s'appelait Même chance pour toutes les familles, qui demandait en fait à ce que ça se basait beaucoup sur l'enfant. C'est-à-dire ces enfants, ils étaient là, ils existaient. On ne pouvait plus trop dire non plus qu'ils étaient complètement mal, pas bien, qu'ils évoluaient mal, parce qu'il y a quand même beaucoup de recherches qui d'ailleurs sont issues de ces premières personnes qui sont vues retirer la garde des enfants. Donc du coup, la recherche s'est mise pour prouver que les enfants se développaient tout aussi bien que les autres. Donc voilà, on a commencé en 2009 avec cette pétition Même chance pour toutes les familles, qui était une pétition qu'on a portée au niveau national. Donc là, ça a été aussi un moment pour moi extrêmement important, avec une rencontre avec une personne extraordinaire, je pense sans qui les choses vraiment ne pourraient pas exister au jour d'aujourd'hui en Suisse, qui s'appelle Maria von Kennel, qui a donné un temps incroyable. Donc on a remis cette pétition en 2010, puis on s'est rendu compte quand même que les assos nationales fêtières comme Pink Cross ou la LOS avaient d'autres priorités, et qu'il fallait faire quelque chose en fait pour vraiment pouvoir avancer sur ces questions de famille. Donc on a créé une association nationale qui s'appelle
famille arc-en-ciel qui existe toujours. Et puis on est parti avec nos petits sacs à dos à Berne, parler à tous ces conseillers nationaux, conseillères nationales. Moi, je me souviens que je ne connaissais rien en politique, j'étais morte de peur. Donc c'est vraiment un mouvement qui a été porté par des gens concernés. Je dirais en grande majorité des femmes. Et en grande majorité des femmes mères non statutaires, c'est-à-dire qui n'étaient pas reliées juridiquement envers leurs enfants. Il y avait quand même quelques femmes qui avaient un statut juridique et quelques hommes, mais ça a vraiment été un travail. On a aussi la chance en Suisse de pouvoir être proche de nos élus, d'aller à Berne, de les prendre un par un. Alors au début, il fallait traiter de la pétition, on y allait, mais non, ça allait être repoussé. Ça a duré des années, jusqu'à ce qu'une motion soit créée. Et puis, ça, c'était juste, entre guillemets, pour l'adoption de l'enfant du partenaire. C'était même pas pour le mariage pour toutes et tous. Parce que contrairement en France, on a eu ça, en Suisse, c'est vraiment petit pas par petit pas. Donc on a eu d'abord en 2018 l'adoption de l'enfant de la partenaire, qui a quand même commencé au niveau du travail en 2009 pour arriver avec une mise en application en 2018 avec quelque chose qui est à nouveau pas du tout adapté aux familles, puisque même si ça tend à s'alléger, c'est une vraie enquête sociale. Moi, évidemment, vous imaginez bien que le 1er janvier 2018, j'ai déposé la demande d'adoption pour mes enfants, que j'ai obtenue un peu plus d'une année et demie après. Les enfants ont été auditionnés. Il y avait toutes des questions intrusives. On est venu chez nous. Enfin, c'est vraiment, ça a été un sacré parcours du combattant. Et puis, tout ça, n'aurait pas été possible non plus sans l'engagement de toutes les familles, comme tu le disais tout à l'heure, dans les médias, avec tout ce que ça importe comme OK, il va falloir qu'on soit parfait. Parce que, et tout ce que ça importe encore aujourd'hui, même avec le droit, d'être une famille parfaite, d'être un parent parfait, d'être un enfant parfait. Donc, tous ces témoignages-là, ils ont beaucoup aidé dans un contexte parfois extrêmement violent, parce que quand il y avait des débats, moi j'ai aussi beaucoup travaillé avec Barbara Conrad, qui a été aussi présidente du Centre Femmes Nathalie Barnet, qui, à l'époque, sur un plateau TV, nous, on militait, mais on militait avec la photo de nos enfants dans la poche, qu'on montrait aux conseillers nationaux pour leur faire comprendre voilà, ce qu'on vivait. Et donc, on était impliqués de plein de manières. Et Barbara avait été raconter son histoire sur un plateau, à l'époque avec Suzette Sandeau. Je ne sais pas si quelques personnes d'ici la connaissent. Et elle s'est fait traiter, mais d'une manière abjecte. Donc, elle a raconté son parcours et on lui a dit que c'était un crime contre l'humanité. Donc, voilà, tout ce parcours-là, il a été vraiment plutôt mené par des personnes concernées, avec l'aide de chercheurs et chercheuses, avec l'aide d'une avocate aussi. Tout ça bénévolement, tu le disais tout à l'heure, c'est vraiment un travail titanesque, mais et puis il ne faut pas oublier, comme tu le disais aussi, quand on a des enfants, on a un peu moins de temps, donc c'était pas forcément évident pour les gens. Moi, ça m'a pris beaucoup de temps, sur mes enfants, pour mes enfants aussi, c'était assez paradoxal. Et puis tout ça pour arriver à finalement en 2022 avec un autre débat assez houleux, avec l'arrivée du mariage pour toutes et tous, qui là donnait un peu plus de droits, puisqu'il y a la filiation directe pour les couples de femmes lesbiennes cis qui auraient recours à une insémination artificielle en Suisse uniquement. Après, on l'a évoqué plusieurs fois, restent des problèmes financiers parfois. Donc au jour d'aujourd'hui, des gens que je reçois à 360, que je peux côtoyer, la majorité n'est pas forcément du tout à faire sa PMA en Suisse pour toutes ces raisons-là. Et puis on a aussi quand même pas mal, je dirais malheureusement, bénéficié
ou pas de tout le débat du mariage pour toutes et tous en France en 2013, c'était à peu près dans cette époque-là, avec cette peur quand même ça a été d'une telle violence que moi personnellement je n'allumais plus ni la télé ni la radio pour que, effectivement, tu le disais, comment on va protéger nos enfants, mais pas seulement de ce vide légal, mais aussi de ce côté médiatique, parce que à Genève par exemple, voilà, il y avait quand même un tram qui disait un papa et une maman qui se baladaient dans tout Genève, des affiches relativement violentes. Donc voilà, tout ça c'est né, mais c'est aussi l'avantage de la Suisse, c'est né d'une pétition et d'un travail collectif et d'un travail aussi de certains politiques qui nous ont beaucoup accompagnés. Et puis je vais m'arrêter là parce qu'autrement je vais trop parler. Merci. On vous propose une dernière question, un dernier tour. Donc, vos travaux, je pense notamment aux travaux de Doris, mais aussi d'Emmanuel, mais aussi aux nombreux témoignages des militantes recueillis dans la presse de l'époque, qu'on vient aussi de lire, mettent justement en lumière les tensions et les débats internes qui ont traversé les mouvements féministes, lesbiens et homosexuels autour d'identités longtemps perçues ou vécues comme antinomiques et contradictoires, telles qu'est l'identité de mère, mais pas seulement mère lesbienne, et peut-être mère lesbienne et féministe. Donc, est-ce que vous pouvez revenir sur la manière dont l'articulation entre ces différentes identités a été pensée, vécue, mais aussi négociée, on imagine, au sein des différentes communautés militantes. Et voilà, on était vraiment curieuse comment concrètement s'est posée la question, les défis liés aux politiques de coalition et de solidarité autour de ces questions de parentalité. Et en parallèle, comment donc toutes ces revendications pour la reconnaissance de familles, des maternités, des parentalités, comment ces inspirations à la parentalité ont-elles cohabité avec d'autres choix, d'autres revendications? Et on pense notamment au discours autour de la famille choisie, ou à la communauté choisie, ou au refus d'être parent. Voilà. Donc on avait envie de vous interroger là-dessus. Et par ailleurs aussi, des frictions intercommunautaires se sont également manifestées autour des différents modes d'entrée dans la parentalité. Et ces frictions relèvent vraiment des tensions entre, d'une part, la reproduction des modèles de genre, mais aussi familiaux hétéronormatifs, et de l'autre, la volonté de tous ces acteurs, actrices que vous venez d'évoquer, de les subvertir. Donc voilà, de l'insémination artisanale, le recours à la PMA, passant par les projets de coparentalité, toutes ces pratiques ont quand même suscité d'importants débats. Et comment ces discussions ont-elles évolué dans les temps en France, en Suisse? Et pour finir, puisqu'on aime parler archives à l'estime, quelles traces de ces débats retrouve-t-on aujourd'hui dans les archives? Je suis très curieuse de savoir, les archives de 360, mais pas que, et aussi surtout quelles positions apparaissent comme les mieux représentées et lesquelles, au contraire, peut-être ont été plus marginalisées, et quel travail d'archivage on a besoin aujourd'hui pour restituer la pluralité de ces histoires, de ces parcours. C'est une question de tiroir. Voilà, il ne faut pas répondre à tout. Hein, voilà. Ok, je reprends du coup. Okay. Déjà, merci à tout le monde sur la table ronde. C'est super enrichissant et je pense que je vais vous écrire. J'essaye du coup de résumer un petit peu et de choisir des questions. Je vais repartir encore une fois du procès d'Evelyne et puis élargir au fur et à mesure. J'ai trouvé un témoignage d'un militant dans la presse un peu après le procès qui parle un petit peu de certaines tensions qui sont intéressantes à analyser, je trouve. La première, c'est la coordination ou le manque de coordination avec le comité d'urgence anti-répression homosexuelle, donc le CUAR,
puisque le QR a créé une commission par an au début des années 80. Ils étaient en contact avec l'association Femmes, ils étaient en contact avec Evelyne et ils ont été sur les tracts, etc. Et en fait, ce monsieur dit que finalement, ils n'ont pas été d'un grand soutien et qu'ils avaient l'air de dire en gros, bon, vous vous débrouillez bien, mais en même temps, il se passe pas grand-chose, mais que voilà. Donc, j'ai pas de preuves de ce qui s'est passé, j'en suis là, mais ça m'a intrigué justement ce côté coordination, surtout que le QR, il évoque quelque chose de plus parisien souvent, enfin voilà. Sur la tension avec les féministes, euh, ce même article parle d'un virage féministe, je cite, au niveau des revendications de la manifestation. Pour replacer le contexte dont je parlais tout à l'heure, il y a une mouvance lesbienne féministe assez marquée dans le groupe de lesbiennes du Centre des femmes de Lyon. Et du coup, elles ne sont pas dans la mouvance lesbienne radicale. Elle s'identifie beaucoup aux luttes féministes et à toutes les revendications sur le patriarcat et le fait d'être femme d'abord et opprimée en tant que lesbienne ensuite. Et c'est assez marquant, du coup, dans certains groupes qui sont venus soutenir. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Oui. En fait, le militant, il explique qu'il y a certaines composantes, je cite, du collectif qui ont eu une volonté constante de gommer l'homosexualité pendant les tractages, etc., de la manif, et que par exemple, le groupe d'information et de libération homosexuelle de Lyon aurait dû se battre, je cite, pour que les bandeaux collés dans les jours précédant l'audience comportent une mention de l'homosexualité ou de l'homophobie. Et en fait, ce qui a été proposé à la base par la coalition générale, c'était non au procès de Lyon, ce qui n'est pas très évocateur. Et ils ont dû se battre pour obtenir un compromis, non au procès de Lyon, procès misogyne et homophobe. Donc on voit un peu que peut-être il y a tout le monde qui se tire la couverture d'une certaine manière. Lui, il considère que la parole homosexuelle, elle a quand même pu s'exprimer jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel, mais il considère que la question de la place du pouvoir médico-judiciaire dans l'homosexualité a finalement été assez gommée au fur et à mesure du procès. Ce virage féministe, il dit aussi qu'il a été ressenti au moins par d'autres associations un peu plus externes comme le Miel, l'Association des médecins gays et la Ligue communiste révolutionnaire. Et lui, il trouve que c'est une preuve qu'il y a quand même eu un phénomène d'effacement de l'homosexualité, parce que c'était des organismes qui étaient indépendants les uns des autres et qu'ils ont tous eu la même analyse a posteriori. Ce que je sais, c'est qu'il y a eu plusieurs tracts d'appel qui ont été signés de la part de groupes de femmes et qui n'étaient pas des tracts officiels. Il y a notamment un tract d'appel de la Maison des femmes de Toulouse, qui est un haut lieu du mouvement lesbien à cette époque, et un tract d'un groupe qui s'appelle Femmes, Maternité et Patriarcat. Et ces deux groupes ont pour point commun de situer la lutte de cette mère lesbienne dans une revendication féministe plus large, en disant, en fait, ce procès ça montre bien que les hommes s'approprient le corps des femmes, que les hommes s'approprient les enfants, et c'est juste une émanation de la phallocratie, de la virilité, etc. Et du coup, elles effacent un petit peu, en le voulant ou sans le vouloir, je ne sais pas, j'étais pas dans leur tête, mais le côté homosexuel de toute cette revendication. Euh, voilà, peut-être sur plus les tensions au moment du procès. De façon plus générale, Evelyne, elle ne se reconnaît pas ni ne se dit strictement homosexuelle. Ce qui peut surprendre, puisque c'est un procès où on parle tout le temps de mère lesbienne, mais en fait, elle, dans la presse communautaire, elle dit que bah, elle préfère parler de son statut de femme. Donc là, ça colle aussi un petit peu avec ce que je viens de dire. Et c'est quelque chose, donc, comme j'ai dit, qu'on retrouve beaucoup dans le groupe de lesbiennes de Lyon, qui s'affiche explicitement comme lesbienne féministe. Et en fait, finalement, c'est la justice et le père qui l'ont forcé à se positionner comme homosexuel. Et Monique, sa compagne, dit aussi dans la presse, presse communautaire encore une fois, que en fait, elle se dit pas homosexuelle au quotidien. Et que c'est devant la cour, elle est obligée de le dire parce qu'elle sait très bien qu'ils vont la prendre pour une folle si elle dit bah non, je suis pas lesbienne, même si je vais avec une femme. Et donc là, elle le dit. Et c'est une assignation qu'elle vit comme assez violente. Mais en fait, elle ne se reconnaît pas forcément dans cette étiquette. Donc là, on voit aussi le moule que peut calquer le système répressif sur des personnes qui en fait ont des identités aussi complexes et nombreuses qu'elles ne sont dans la réalité.
Si je prends un petit peu plus de recul, encore une fois, sur la présence des enfants dans les réunions lesbiennes et féministes, moi j'ai retrouvé plusieurs sources dans les années 70-80 qui disent clairement que la présence des enfants n'était pas toujours souhaitée. Il y a eu des incidents au Centre de femmes de Lyon. J'ai aussi un témoignage d'une personne qui était lyonnaise et qui était suisse ensuite, qui parle de l'université d'été homosexuelle de Marseille. Je ne sais pas si elle est dans la salle, mais peut-être qu'elle se reconnaîtra et où elle critique la présence d'enfants et où elle s'agace un petit peu, peut-être je vais essayer de pas trop déformer ces mots, mais elle s'agace du fait de devoir être un peu gaga quoi, devant tous les enfants. Elle, c'est pas trop son délire et ça l'énerve de devoir être mise dans cette attention et ce soin aux enfants dont elle n'a ni envie ni besoin. Il y a aussi une mère lesbienne qui m'a dit dans un entretien que elle, de fait, elle a fréquenté beaucoup plus les milieux hétérosexuels parce que bah, son enfant il est scolarisé. La socialité de son enfant, elle est dans des milieux qui sont externes à des milieux strictement séparatistes. Et du coup, elle a une vie qui, d'une certaine manière, est aussi plus intégrée à l'ensemble de la société, on va dire, et qui déplairait peut-être à certaines parties du mouvement. Sur la question des archives, donc ma recherche à la base, elle était universitaire. Moi, j'ai fini mes études, j'ai fait à la fois des études en histoire et ensuite j'ai fait des études en archives. Aujourd'hui, je suis archiviste et je vais expliquer pourquoi j'en parle après. Les archives avec lesquelles j'ai travaillé, c'est donc des sources orales, puisque j'ai rencontré des personnes, de la presse militante, de la presse publique et des sources secondaires, donc tout ce qui est publication, etc., des archives militantes. Les archives qui me restent à dépouiller, ne serait-ce que sur l'affaire Evelyne, en fait, elles sont encore assez, c'est encore assez énorme. Il y a la presse, d'autres groupes militants français qui ont parlé de l'affaire. Il y a les archives de police avec les renseignements généraux, les archives judiciaires avec la cour d'appel, les archives de Gisèle Halimi qui ont été déposées il n'y a pas si longtemps que ça aux archives nationales, et puis toutes les archives qui gravitent autour d'individus. J'aimerais aussi potentiellement faire une nouvelle campagne d'entretien sur la question plus large de la répression des mères lesbiennes sur l'histoire. Si ça intéresse des personnes, je vais transmettre mon mail tout à l'heure aux organisatrices. Les manques, du coup, qui peuvent être constatés sans grande surprise par rapport aussi à l'ancrage militant autour du procès Evelyne, il y a un gros manque de visibilité des lesbiennes racisées et des lesbiennes migrantes, ce qui peut s'expliquer en grande partie, comme je disais, par la constitution du groupe à ce moment-là. Je m'interroge aussi sur la place des parents trans dans ces archives, puisque dans les années 70-80, le vocabulaire n'est pas le même. Et j'ai trouvé des arrêts ou des expressions, etc., qui parfois pouvaient quand même mener à douter de comment ces personnes-là seraient identifiées aujourd'hui. Et bah, de la même manière que les homosexuels, à savoir, parfois il faut savoir les décoder, les personnes intersexes, il faut savoir décoder ce qui est dit, et bah, les personnes trans, c'est pareil. Donc il y a ce travail aussi qui peut être mené sur les archives. Je m'interroge aussi par rapport aux personnes qui ont perdu leur procès et ou qui ont été psychiatrisées. Qu'est-ce qu'elles sont devenues? Est-ce qu'aujourd'hui, elles ont une voix par rapport à ça? Et aussi sur la place des enfants dans ces affaires, parce qu'on n'a pas vraiment de témoignages dans les archives auxquelles j'ai eu accès d'enfants qui seraient concernés. D'une part, peut-être parce qu'ils sont jeunes, et d'autre part, comme on l'a dit, parce que bah, c'est un petit peu tendu à ce moment-là d'exposer un enfant. Il y a quelque chose dont je voudrais parler et qui est important, et c'est pour ça que je revenais aussi sur mon étiquette d'archiviste militant, c'est l'impact de la loi de 1980, qui a été abolie en 1982 sur le délit d'homosexualité, entre guillemets. Si on élargit un petit peu la chronologie et qu'on regarde ce qui s'est passé, force est de constater que l'affaire Devlin, elle n'a pas du tout fait jurisprudence. De toute façon, le système juridique français ne marche pas du tout comme aux États-Unis, par exemple, donc ça peut aussi s'expliquer pour cette question-là, cette raison-là, pardon. Et ce qu'on voit aussi, c'est que la loi de, entre guillemets, dépénalisation de 1982 n'a pas eu d'impact direct, puisque dès 1983, on retrouve une affaire avec une femme qui est condamnée à payer 10 000 francs, ce qui est énorme, je pense, pour l'époque, de dommages et intérêts à son ex-mari. C'est quelqu'un que je connais et du coup, je vais discuter avec elle prochainement pour avancer un petit peu sur cette histoire-là. Et ce qu'on voit, c'est que jusqu'à aujourd'hui, on a un continuum en fait avec des affaires qui se répètent
On a le livre de Constance Debré en 2022 qui a parlé aussi de la perte de la garde de son enfant. Et là, ce matin même, quand je cherchais, j'ai trouvé un article de presse qui datait de 2024 avec 2 mères lesbiennes et un parent trans qui disaient s'être retrouvés devant les tribunaux. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est que même avec plusieurs mesures qui interdisent les discriminations spécifiques aux lesbiennes et aux homosexuels depuis les années 1980, que ce soit dans le travail, dans l'espace public, etc., cette répression, elle se maintient toujours avec des arguments type instabilité psychologique, etc. Enfin, après, les gens qui attaquent en justice choisissent leurs angles. Mais ce qu'on constate, c'est un maintien, en fait, au final, de cette répression. Et du coup, pourquoi aussi est-ce que je parle de cette loi de réparation de 1982? C'est parce que ça a un impact potentiellement sur les archives communautaires et les moyens qui sont dédiés à ces archives. Avec le réseau Big Data, au moment où il a été annoncé une discussion autour d'une loi de réparation du coup, des articles qui pénalisaient entre guillemets l'homosexualité, on a publié une tribune qui demandait qu'en plus de indemniser les personnes qui auraient été emprisonnées, etc., nous, on aimerait qu'on nous alloue des fonds à tous les réseaux d'archives et bibliothèques LGBT pour qu'on puisse non seulement travailler sur cette histoire et identifier des acteurs, mais aussi de façon plus générale valoriser l'histoire LGBTQIA+, parce que c'est un continuum. Et en tant qu'archiviste et en tant que militant dans la question des archives, bien sûr que c'est une question qui m'importe et que je voulais mettre en avant aujourd'hui. Autre chose par rapport à cette loi de réparation, j'ai été contacté il n'y a pas longtemps pour parler à une table ronde qui aura lieu en ligne en novembre, je n'ai pas tous les détails pour l'instant, sur justement cette réparation. Et la personne m'a contacté en tant que chercheur sur la question des mères lesbiennes qui ont subi des procès en me disant ce serait bien d'entendre cette partie de l'histoire. Et je dois dire que c'était une question que je ne m'étais jamais posée. Parce que les actrices que j'ai rencontrées et les sources n'en ont non plus jamais parlé. Et de toute façon, dans les années 80, on n'était pas déjà à la question des réparations. Euh, la question des réparations, elle peut paraître un peu complexe, sachant, comme je l'ai dit, qu'il y a encore des cas aujourd'hui. Mais c'est vrai que ça m'a amené à m'interroger. Je ne suis pas une personne concernée de prime abord, donc je ne vais pas me prononcer sur est-ce que c'est pertinent ou non. Mais s'il y a des personnes qui souhaitent en discuter, je suis tout à fait ouvert du coup à ça. Et c'est du coup aussi ma double casquette, à la fois recherche et militantisme sur les archives, qui me pousse dans cette posture. La dernière question, qui est plus une question d'ouverture que je voulais aborder, c'est la question de l'adoption internationale et du trafic d'enfants. C'est toujours pas très fun comme sujet, mais il y a une chronologie assez similaire entre le début des revendications pour l'adoption des parents homosexuels et l'ouverture à l'adoption internationale. Alors, ils n'avaient pas le droit à l'époque d'adopter, bien sûr, mais le fait est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de collectifs et d'enfants adoptés qui parlent en fait du trafic d'enfants qui est parfois, pas toujours, caché derrière l'adoption internationale et des dimensions coloniales et racistes aussi qui peuvent se retrouver dans les pays des adoptants. Et du coup, forcément, ça pousse à s'interroger en tant aussi que militant sur toute la question de la parentalité LGBTQIA+, sur l'impact de ce type de militantisme. Voilà. Je vous remercie. Merci. Oui, alors moi je vais d'abord essayer de parler de l'articulation des identités entre parents et homosexuels, en gros. Je vais essayer de revenir sur la manière dont ça a été pensé, vécu et négocié au sein de la PGL. Et ça permettra de comprendre aussi, en revenant là-dessus, ça permet de comprendre aussi la manière la manière dont les revendications ont été fabriquées progressivement autour de l'homoparentalité. Donc, d'abord, il faut peut-être dire qu'il y a deux périodes, on peut distinguer deux périodes de la PGL. Il y a une première période, c'est 86-95,
où c'est d'abord juste un groupe de parole, on va dire, pour résumer brièvement. Et la deuxième période, 95 et les années qui suivent, c'est une association qui construit des revendications et qui va se tourner donc, vers l'extérieur, etc. Alors, pour revenir sur cette première période, parce qu'elle est intéressante, puisqu'elle nous permet de voir un petit peu comment, justement, ces identités qui paraissaient incompatibles ont été pensées au sein de cette association. Donc d'abord, il faut aussi, pour comprendre comment ça a été pensé, il faut savoir qui est arrivé dans cette association, qui a créé cette association. Ce sont essentiels, enfin, ça n'a pas été créé par un père ex-hétéro. Enfin, ça a été créé par un homme célibataire qui cherchait à adopter. Mais globalement, l'association, dans les premiers temps, elle est surtout investie par des hommes qui ont eu des enfants dans un cadre hétérosexuel. Et donc ces pères ont connu, comme me disait l'un d'entre eux, les ors de la République et puis la chute ensuite, une fois qu'ils ont révélé leur homosexualité. Et donc ces pères gays, divorcés, ont eu des séparations difficiles en raison de leur homosexualité et ont connu des situations nouvelles de stigmatisation et de rejet social et aussi de discrimination dans les tribunaux, puisque eux aussi, on les a parfois privés du droit de voir leur enfant. Ensuite, qui est dans cette association? Ce sont quelques gays et lesbiennes qui cherchent aussi un partenaire ou une partenaire pour monter un projet de coparentalité. Le terme n'existe pas encore, mais voilà, c'est ça l'esprit, pour fonder une famille. Et ensuite, il y a quelques personnes qui cherchent à adopter en tant que célibataire, parce qu'en France, on peut adopter quand on est seul. On ne peut pas le faire à deux, en couple de même sexe, mais on peut le faire seul, depuis les années 60. En Suisse aussi. Ouais. Oui, pardon, je n'ai pas les rêves suisses, je ne peux pas comparer. Voilà. Donc, voilà ce qui compose à peu près l'association au début. Et un tout petit peu plus tard viendront des femmes, enfin des lesbiennes qui s'intéresseront à la PMA, mais j'y reviendrai plus tard ou pas. Enfin, si j'y reviendrai plus tard. Donc, à cette époque, entre 86 et 95, en gros, l'association, c'est avant tout une association c'est un groupe de parole, comme je le disais, c'est un groupe d'entraide. C'est un espace de rencontre entre des gens en fait qui partagent une expérience commune de double marginalité. Pourquoi de double marginalité? Parce qu'ils sont d'une certaine manière dans la marge vis-à-vis des représentations dominantes de la famille, pour ceux qui sont déjà parents, et ils sont aussi dans la marge des représentations dominantes de l'homosexualité, puisque à cette époque encore, à la fin des années 80, avoir un enfant, désirer un enfant en étant ouvertement gay ou lesbienne, c'était pas forcément banal et évident à défendre. Donc voilà, au début, cet espace, c'est un espace qui leur permet de questionner ces identités qui leur apparaissent comme incompatibles. Et le premier travail qu'ils vont réussir à effectuer, c'est de s'affranchir de l'idée selon laquelle ces deux identités sont incompatibles. Et voilà, donc ça va permettre une sorte d'émancipation vis-à-vis des normes dominantes de l'homosexualité et des normes dominantes de la famille. Bon, c'est un travail d'émancipation très progressif. C'est quand même un espace de contestation un peu de ces normes. Et en même temps donc ils font ce travail de déconstruction des normes dominantes, ils vont progressivement construire leurs revendications. Alors attention, je reviens juste sur un truc encore, c'est que si à ce moment-là, être homosexuel n'est pas incompatible avec le fait d'être parent, pour autant, on ne pense pas encore l'homoparentalité comme on le pense aujourd'hui. Je l'ai dit tout à l'heure, l'idée qu'un enfant puisse avoir légalement deux parents de même sexe, c'est-à-dire une filiation avec ses deux parents, ça, c'est pas du tout pensé encore à cette époque, et ça va venir très progressivement.
et même relativement tardivement, en fait, vraiment à la fin des années 90, voire début des années 2000. Donc les premières revendications qui émergent à la PGL, c'est quoi ? Eh ben, c'est la toute première revendication, enfin la première préoccupation qu'ils ont. Donc ces pères ex-hétéros, comme ils s'appellent, eh ben, c'est déjà de faire respecter leurs droits parentaux dans les divorces. La deuxième revendication qui va être développée, c'est celle de la non-discrimination dans les procédures d'adoption en tant que célibataire. Parce que certains, notamment le fondateur, lui, il va révéler son homosexualité dans la procédure d'adoption qui mène. Et en France, on demande un agrément pour pouvoir adopter, et l'agrément va lui être refusé au nom de son homosexualité. Et donc, il va faire un procès, il va aller jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. Et il va le perdre. Donc ça, voilà, c'est la deuxième revendication très importante de la PGL. C'est la non-discrimination des célibataires dans l'adoption. Un peu plus tard viendra une deuxième, donc la deuxième revendication, enfin le prolongement de cette revendication qui sera donc l'adoption conjointe pour les couples. Et ça, je le disais, donc c'est à la fin des années 90. Et donc on peut même dire que jusqu'au début des années 2000, je dirais, les réflexions qui sont menées au sein de la PGL, elles sont quand même encore très empreintes d'une conception de la parenté qui est soumise au dogme de la différence des sexes, au dogme de l'universalité de la différence des sexes, qui est avancé par une sociologue qui ensuite sera une alliée. Voilà. Et donc ils sont très empreints de cette manière de penser encore, et c'est Martine Gross, qui a été présidente de la PGL assez longtemps, qui dans un entretien me disait que même au début des années 2000, alors elle avait en plus une double casquette, ok. Juste pour finir là-dessus, oui, Martine Gross me disait que en gros, jusqu'au début des années 2000, ça se peut pas d'être. Enfin, il y avait des adhérentes qui disaient ça se peut pas d'être deux mamans, ça se peut pas qu'un enfant ait deux mamans. Voilà, il faut un père et une mère. On dirait le discours de la Manif pour tous, mais c'était encore un peu le cas à l'époque. Voilà, et juste, donc, je ne vais pas pouvoir aborder donc, les frictions militantes, mais voilà, donc c'est juste pour dire que ce début, c'est la création de l'ASSO, elle construit progressivement l'idée de la parentalité, de l'homoparentalité, et c'est une catégorie qui se construit doucement, des revendications qui se construisent doucement, et à la fin, où, voilà, on envoie bouler un peu plus les normes. Voilà. Très vite, hein, souligner qu'à Genève, comme ailleurs, je pense, les associations lesbiennes, donc l'Estime, la Centre Femme Nathalie Varnet et après l'Estime, elles ont accueilli énormément de gays qui voulaient être parents. Hein, donc ça, c'est quand même un fait, même si, en tout cas, c'est pas si les archives de l'Estime permettent de montrer, mais en tout cas, les témoignages que j'ai pu recueillir, donc des anciennes présidentes et secrétaires de l'association de l'Estime, elles m'ont quand même confirmé, disons, les gays, à dialoguer, ils ne peuvent pas formuler ses désirs. En tout cas, le désir n'est pas accueilli. Et elles allaient, donc, c'était un peu des prestatrices de services, parce qu'il y avait des réunions qui s'organisaient, plus ou moins formelles, évidemment, autour de ces questions déjà à la fin des années 90. Donc, mais il n'y avait pas encore un groupe homo-parents, parce que peut-être ça pourrait être intéressant d'étudier, ça n'a pas été fait, peut-être tu pourras nous répondre, Chati, je ne sais pas, mais pourquoi précisément il y a cette nouvelle association qui se crée, 360, qui est déjà dans une direction LGBT, et c'est là-dedans qui va être
né l'association Homo-Parents. C'est même pas, donc, c'est dans une nouvelle association avec vraiment, nous, parce qu'on est vieilles déjà, mais je me rappelle très bien, il y a vraiment 360, c'est une nouveauté absolue. Donc, on n'est plus dans une association soit lesbienne, soit gay. Donc, c'est queer à l'époque, on ne disait pas peut-être, ou LGBT. Donc, voilà. Donc, je trouve que c'est important de le souligner. Et je ne sais pas s'il y a des recherches là-dessus, mais voilà. Et j'ai vu ça aussi pour le contexte catalan. Et comme je disais, donc, les mères lesbiennes, elles ont été surtout au centre des débuts des revendications. Je vais aller vite et je pense que j'ai raccourci un peu trop, désolé, mais je vais finir tout très très rapidement. Et par contre, par rapport au débat, oui, au débat qu'il y a eu entre associations lesbiennes et gays, donc moi j'avais des témoignages, je vais lire très très vite pour incarner un peu cette histoire plus locale. Donc un extrait de l'entretien Eliane Blanc, donc j'en ai fait plusieurs auprès d'Eliane, elle est décédée en 2015, Eliane. Donc un des entretiens c'était en novembre 2003. Et elle me disait, donc je la cite, donc j'ai parlé, je disais, est-ce qu'il y a une différence entre gays et lesbiennes par rapport à cette revendication, donc la revendication déjà du couple, mais aussi de la reconnaissance des familles arc-en-ciel. Et Eliane Blanc, elle dit, c'est-à-dire que là, les femmes, elles, ont comme différence, c'est-à-dire qu'elles soutiennent l'adoption très fort et l'insémination artificielle parce que ça se fait. Donc elle dit, ça existe, c'est-à-dire. Il y a des jeunes femmes qui ont des enfants, il y a des femmes qui ont des enfants à qui leur lesbianisme est venu plus tard, et il y a aussi des couples de femmes qui veulent des enfants. Donc, il y a des mères lesbiennes et il y a des lesbiennes mères. C'est deux choses différentes. Et nous, c'est qu'on voudrait avoir, parce que ce n'est pas le but de la loi de la part, en tout cas, c'est l'adoption et que la partenaire puisse adopter. Donc ça, c'était un désir, une volonté qu'après Chati a pu mener avec d'autres personnes. Voilà, ça c'est une chose. Et elle disait aussi, Eliane, dans cet entretien, et j'en finis là, au début, les garçons ne voulaient pas entendre parler de la famille, en tout cas des questions de la famille. Maintenant, c'est une autre chose, parce qu'il y a des garçons, elle a employé le terme garçon, parce qu'il y a des garçons qui pensent, qui voudraient avoir des enfants à élever, eux aussi. Et il y a 10 ans en arrière, ou 15 ans en arrière, c'était pas du tout une chose que les permanentes cette permanente de l'estime avait expérimenté, mais à cet entretien, on dit qu'il y a de plus en plus d'hommes gays qui vont vers l'estime à demander de l'information de comment on peut avoir des enfants en étant homme gay. Voilà. Je m'arrête là parce qu'on a carrément dépassé, on a soif. Je vais faire très court. Je vais juste réagir aux archives de 360. Les archives de 360 sont inexistantes puisque nous n'avons pas le temps et les moyens d'en créer. Mais on en a discuté en amont et on va trouver des solutions. Je vais juste revenir sur les tensions entre les communautés. Effectivement, je pense que ça a été un combat beaucoup plus... des associations et des lesbiennes. Après, parce qu'en fait, ça concernait moins les gays. Donc, on a pu le constater surtout, je pense, d'un point de vue de l'implication pour acquérir ces nouveaux droits. Et puis, ça a juste aussi, c'est aussi un peu revenu pendant le mariage pour toutes et tous, mais là, de la part des opposants, puisqu'ils ont dit non, mais en fait, ça ne va pas être une loi égalitaire, puisque ça va favoriser les femmes, mais pas les femmes cis, mais pas les hommes cis, puisque la GPA est non autorisée. Alors bon, comme quoi ça peut être repris un petit peu de toutes les manières. Donc voilà, je m'arrête parce qu'on a été trop longue, et je m'en excuse. J'ai applaudi Chati.
Merci beaucoup. On va malheureusement devoir clôturer parce qu'on est vraiment complètement en retard, mais il y a un buffet, donc on pourra continuer la discussion de manière plus informelle si vous souhaitez poser des questions aux intervenantes. Doris m'a signalé qu'il a laissé son adresse mail sur le chat que je vous transmettrai ici. Donc vous pouvez le contacter. Contacter l'estime pour si voilà, vous connaissez des personnes qui auraient envie de témoigner, voilà, et concernées par ces questions. Merci beaucoup à tout le monde d'être venu et d'avoir intervenu. C'était très très intéressant et merci beaucoup au public. Et, voilà.